Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Minute Littéraire. Pour commencer, je voudrais parler d'un film super que j'ai vu sur Netflix il y a pas longtemps, qui s'appelle La promesse de l'aube. Et on m'a dit que c'était tiré d'un roman super connu de Romain Gary. Qui est Romain Gary ? Tout à fait, c'est tiré de son roman du même titre, La promesse de l'aube, qui est dédié à sa mère, Nina Cassev. Alors, qui est Romain Gary ? Toi, qu'est-ce que tu as entendu sur Romain Gary, qui est quand même une figure assez importante en France et dans la République des Lettres. Tout le monde a déjà entendu parler de Romain Gary dans sa vie, il me semble. Qui est Romain Gary ? Je sais qu'il ne s'appelle pas Romain Gary. Alors, à l'origine, il s'appelle Roman Kassev. Il est d'origine polonaise, il est né à Wilno en 1914. Il a des origines juives du côté de sa mère, il me semble. Il prétend aussi avoir des origines russes. Il a également des origines polonaises et parfois il s'amuse à dire qu'il a des origines tatares. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Romain Gary est bel et bien originaire de l'Europe de l'Est. En quelques mots, Romain Gary, tu auras peut-être entendu parler de sa carrière en tant qu'aviateur. Oui, ouais. Romain Gary est arrivé adolescent dans notre belle ville du sud de la France, à Nice, où il passe ses années de jeunesse, puis se forme à l'aviation. Figure-toi qu'il n'est pas reçu officier le jour de la remise des récompenses, puisque c'était un ancien, un juif, d'origine juive, et qu'il avait été naturalisé français peu de temps avant. Et donc, comme on était dans un contexte assez raciste, dans toute sa promotion, c'était le seul à ne pas être promu officier, sous-officier. Ensuite, il est parti faire la guerre. Il a rejoint la France libre, donc il a rejoint De Gaulle, il est allé en Angleterre, puis il a rejoint les forces de la France libre en Afrique. Et ensuite, peut-être que tu as entendu parler d'éducation européenne. Alors, j'ai pas entendu parler du tout d'éducation européenne, mais pour venir rapidement sur sa vie, ce qui ressort beaucoup du film, c'est sa relation avec sa mère. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de ça ? Tout à fait. Bien sûr, il y a quelque chose sur la relation avec sa maman. Ouais. Après, Romain Gary a toujours dit qu'il n'avait jamais de complexe d'Oedipe. Mais oui, notamment dans La promesse de l'aube, qui est un de ses ouvrages les plus remarquables, il raconte que justement sa mère avait prédit pour lui une carrière de diplomate. Et en effet, après avoir été récompensé par les plus hautes distinctions par De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé dans les circuits diplomatiques. Donc il a suivi la parole de la mère. Il est également devenu ce grand écrivain de langue française, qui n'était tout de même pas sa langue maternelle. Et puis, il a fini par s'habiller chez un tailleur londonien, comme l'avait prédit sa mère. Malheureusement, sa mère n'aura pas pu le voir, car elle est décédée en 1943, lorsque Romain était alors parti défendre la France dans d'autres contrées. Mais oui, il y a vraiment quelque chose avec la relation avec la mère, puisque le père était absent durant son enfance, ses deux parents ayant divorcé alors que Romain avait à peine 4 ans. La figure de la mère, oui, est centrale dans la vie de Romain Gary, mais également dans son œuvre. Et du coup, il y a une part de biographie dans son œuvre ? À certains, on pourrait qualifier La promesse de l'aube d'ouvrage pseudo-biographique. En effet, il y a d'autres livres qui s'inspirent de certaines périodes de sa vie. Lady L est inspirée de sa relation avec sa première femme, Leslie Blanche. Après, il faut jamais tomber dans l'écueil de vouloir superposer la vie de l'auteur à sa production littéraire, ni vouloir faire une analyse psychologique des romans de Gary à partir de la relation qu'il avait avec les femmes, et plus particulièrement avec sa mère. Oui. Et du coup, tu voulais commencer par parler d'une œuvre qui est beaucoup moins connue. Enfin, personnellement, je ne la connaissais pas, Éducation européenne. Tout à fait, Éducation européenne que Romain Gary a écrit lorsqu'il accomplissait ses missions d'aviateur pour la France libre. En fait, il écrivait Éducation européenne qui retrace en fait la résistance polonaise dans un maquis. Il écrivait la nuit avant de partir ses missions de bombardement.
Et donc Éducation européenne a été écrite dans les années 1940, a été publiée en 1945 et a eu un écho considérable. Considérable à l'époque, car c'était tout de même un des premiers romans qui faisait état de la résistance. C'est pour ça qu'il a un écho assez important, et c'est vrai que de grands auteurs de l'époque comme Camus, Kessel remarquent Gary à ce moment-là et aident Gary à se faire un nom dans la République des lettres. Et du coup, quel lien on peut faire entre ce parcours dans l'aviation, etc., et son œuvre ? La figure de l'aviateur revient de temps en temps dans l'œuvre de Gary, mais ce qu'il faut retenir, ce qu'on a tendance à retenir de Gary surtout, c'est que c'est un gaulliste, mais Gary ne supporte pas d'être affilié à des étiquettes et à des étiquettes politiques. Il est pour les minorités, donc il me semble qu'il n'est jamais allé descendre dans la rue manifester pour le gaullisme, et le jour où il avait voulu le faire, il avait refusé, parce que c'était un mouvement majoritaire, et Gary a toujours été du côté des minorités. Si on regarde ses romans, ces minorités, ça va être les macros, les prostituées, les fous, les saltimbanques, les artistes, quoi, en quelque sorte. Mais ce qu'on pourrait évoquer, surtout, ce sont ces 2 prix Goncourt. Peut-être que tu as entendu parler de l'affaire Gary-Ajar. Oui, est-ce que tu peux nous la raconter ? Il faut savoir que Gary a remporté le prix Goncourt, qui est le prix littéraire le plus distinctif en France dans ces années-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, pour Les Racines du ciel, donc, qui est publié en 1956. Il est alors au cœur de sa carrière de diplomate, et il faut savoir qu'un écrivain ne peut pas remporter le prix Goncourt 2 fois dans sa vie. Et donc à partir des années 1970 à peu près, Gary va se créer une nouvelle identité derrière le personnage d'Émile Ajar. Alors, sous le pseudonyme d'Émile Ajar, il écrit d'abord Gros Câlin, qui est publié au Mercure de France, donc qui est une filiale de Gallimard. Et peu de personnes sont au courant en fait, de cette histoire. Peut-être que le prénom de Paul Pavlovitch te dit quelque chose ? Pas du tout. Émile Ajar, pour le coup, c'est super connu, mais j'ai jamais entendu. Émile Ajar, on en a entendu surtout parler pour La vie devant soi. Mais avant La vie devant soi, donc Gary, sous le pseudonyme d'Ajar, écrit Gros Câlin et demande à son neveu Paul Pavlovitch donc, de se faire passer pour Gary. Et Paul Pavlovitch dépasse son rôle en quelque sorte et va même jusqu'à donner des interviews et à laisser publier sa photo. Et donc, hormis bien sûr Claude Gallimard qui est dans l'affaire, des collaborateurs, des éditeurs chez Gallimard et des proches, tout le monde pense que Paul Pavlovitch a effectivement écrit Gros Câlin, puis La vie devant soi, même si quelques doutes sont bien sûr soulevés lorsque les journalistes découvrent que Paul Pavlovitch est le neveu de Gary. Et donc, que fait Gary ? Il écrit Pseudo, dans lequel il fait parler en fait Paul Pavlovitch, le fait passer pour un fou, parle de Romain Gary sous le pseudonyme de Tonton Macoute, et tout le monde tombe dans le piège. Mais en fait, si tu regardes les œuvres de Gary avec un œil un petit peu plus acéré, tu observes qu'il y a une proximité entre les derniers romans de Romain Gary et ceux d'Émile Ajar. Par exemple, je pense à La danse de Gengis Khan, qui n'est pas tellement connue du grand public, et La vie devant soi. Et je suppose que tu pensais à La vie devant soi en parlant d'Émile Ajar. Oui, complètement. Et donc tu es en train de dire qu'il y a peut-être des romans de Romain Gary qui n'ont pas été écrits par Romain Gary ? Si, les romans de Romain Gary revendiqués par Romain Gary ont bien été écrits par Romain Gary. En soi, tous les romans de Romain Gary et d'Émile Ajar ont bien été écrits par Romain Gary. Mais ce que je veux dire, parfois les gens ont tendance à dire « Mais c'est dingue, on lit un roman d'Ajar, on lit un roman de Gary, ça n'a rien à voir. » Mais parce que les gens vont lire les 2 prix Goncourt. Ils vont lire Les Racines du ciel, puis ils vont lire La vie devant soi, qui a été publiée en 1975 sous le pseudonyme d'Ajar, qui vont se dire « Oh mais comment est-ce possible ?» En réalité, si on a un regard un petit peu plus perçant, on observe des similitudes. Et est-ce que tu savais quel était le titre qui était censé être donné à La vie devant soi à l'origine ? Non, pas du tout. Alors Gary comptait l'intituler La tendresse des pierres, mais heureusement, avant l'impression du roman, ses proches lui ont fait remarquer que c'était une expression qu'il utilisait déjà dans un de ses romans signé Gary.
Alors heureusement, in extremis, il change le titre de ce roman très marquant, La vie devant soi. Est-ce que tu sais de quoi il parle ? Bah non, raconte-nous. La vie devant soi suit la relation de Madame Rosa, qui est une ancienne prostituée juive, qui élève des fils de prostituées, dont le petit Mohamed, et donc on suit qui est supposément orphelin, et donc on suit la relation assez touchante et pathétique entre cet enfant de pute et cette ancienne pute. En réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais qui est un roman aussi assez cruel sur la vieillesse, sur le corps humain, sur la mort, sur la fin de la vie, en réalité. Donc j'ai l'impression que son œuvre, il y a beaucoup de thématiques différentes. Oui, les thématiques que l'on pourrait revenir, ce sont les questions du corps, la question de la mort dans ses derniers romans, surtout son amour invétéré pour les femmes. C'est ce que j'allais dire. Souvent, on pense à Gary, qui était un grand séducteur, mais aussi il y a une forme d'humanité qui est recherchée chez Gary. Alors, on ne pourrait pas vraiment parler d'idéalisme chez Gary, parce que Gary se refuse lui-même à cet idéalisme, mais c'est vrai qu'il y a une vision très importante qui est accordée à la femme. Et justement... Et pourquoi ? Est-ce que ça viendrait pas un peu de son vécu ? Parce que tu disais qu'il fallait bien détacher la biographie de l'œuvre, mais il a peut-être eu des aventures qui ont inspiré ses livres. Alors, on pourrait parler des aventures de Gary. Après, en littérature, en recherche, on se refuse toujours à avoir une analyse psychologique qui dit l'auteur a vécu ça et donc il écrit ça, même si bien sûr il y a un lien, mais c'est pas du tout le genre de voie qui est exploré. Mais je pourrais te parler des femmes de la vie de Gary très rapidement. Alors pour les anecdotes croustillantes, il a été fou amoureux d'une jeune femme du nom d'Ilona Jemzet, qu'il a dû quitter malheureusement pour aller défendre la France auprès de la France libre, et qui est devenue folle. En fait, il l'a retrouvée folle à son retour de la guerre. Elle couvait déjà les signes d'une folie, en fait, avant son départ, et en revenant de la guerre, Gary découvre qu'elle est internée. C'est le premier véritable amour de sa vie, et c'est vrai que c'est pour ça que dans certains romans de Gary, il fait l'évocation de personnages qui tentent de revivre cet amour primaire, ce grand amour à travers d'autres visages de femmes, à travers d'autres corps de femmes. Je pense au personnage de Fosco Zaga dans Les Enchanteurs, qui est un magnifique roman de Gary qui mériterait d'être plus connu. Et tu as peut-être entendu parler de Leslie Blanche, qui était la première femme de Gary, une grande femme de lettres anglaise, dont il fait la connaissance lors de ses missions pour la France libre. Et enfin, sa deuxième femme, très connue, peut-être en as-tu entendu parler, étant toi-même amatrice de cinéma, qui est Jean Seberg. Non, qui est Jean Seberg ? Alors Jean Seberg, c'est une figure assez connue de la Nouvelle Vague. Elle a notamment joué dans À bout de souffle de Godard. Voilà. Okay. Et Gary, donc, je crois qu'il a une 50aine d'années lorsqu'il épouse Jean Seberg. Il faut savoir, il me semble qu'ils avaient 20-25 ans d'écart. Donc, ils ont un fils ensemble qui s'appelle Diego. Bon, malheureusement, Jean Seberg et Gary se séparent. Et Jean Seberg devient presque une figure de fille pour Romain Gary. Et Jean se suicide quelques années après le divorce avec Gary, puisqu'elle soutenait le mouvement des Black Panthers et qu'elle était harcelée par les services secrets, notamment de la CIA. En tout cas, ce qu'on peut dire sur Gary et ses amours, ça a été des amours qui peuvent sembler assez malheureux, mais qui laissent transparaître une véritable passion pour la féminité qui n'est pas étrangère à la figure christique qu'il associe à la douceur dans ses ouvrages. Et enfin, je peux finir avec une anecdote croustillante et quelques conseils de lecture si cela te tente. Est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu croustillante à partager pour donner envie aux auditeurs de
de lire Romain Gary et essayer de nous convaincre de lire un roman de Romain Gary et par où commencer et pourquoi. Alors je vais commencer par une anecdote croustillante. Le premier poste de Gary dans les circuits diplomatiques se fait en Bulgarie. Et il raconte qu'un jour des espions communistes étaient venus le voir avec des photos de lui prises à son insu lorsqu'il était en plein acte. Et Gary leur a répondu « Ah mais je suis pas du tout à mon avantage sur ces photos, vous voulez pas qu'on les refasse ?» Et chose qui a très bien marché puisque les espions communistes ne sont jamais revenus à lui et ces photos n'ont jamais été publiées. Et si je devais donner des conseils de lecture, pour finir, je ne conseillerais pas forcément Les Racines du ciel, qui est un roman magnifique, mais qui est tout de même un pavé de 500 pages, dans lequel les procédés narratifs sont assez complexes à saisir. Donc je conseillerais le grand roman de l'affaire Ajar, qui est La vie devant soi. Et je devrais également préciser que l'affaire Ajar le secret de l'affaire Ajar a été révélé à la mort de Gary, dans une lettre qu'il a laissée. Et enfin, je conseillerais mon roman préféré de Gary, Les Enchanteurs. Donc les Enchanteurs qui sont ces hommes et ces femmes qui sont supposés enchanter le monde, proposer une autre vision du réel, et qui retrace l'histoire d'amour entre le jeune Fosco Zamaga et la femme qu'il aime plus que tout, sa belle-mère. Comme quoi, il y a bien des amours incestueux et malheureux, même si rien n'est consommé dans ce roman de Gary, mais c'est le roman de l'amour symbolique, imaginé et imaginaire, on va dire. Et, non, il y a des scènes formidables dans Les Enchanteurs dont on ne parle pas assez. Je suis sûre que si nos auditeurs lisaient plutôt Les Enchanteurs, ils feraient des belles découvertes. Du coup, on comprend avec tout ce que tu dis un petit peu comment son rapport avec sa mère a pu impacter un petit peu toute son œuvre. C'est super intéressant. Et en tout cas, il a une vie palpitante, avec beaucoup de rebondissements. Et je pense que tout le monde peut trouver son plaisir dans une des œuvres de Gary. Merci beaucoup. Merci à toi, Pauline.